Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Comprendre le Moyen-Orient. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolo. Dernière parution. Ibrahim Tabet, Le crépuscule d'un monde et le naufrage du Liban, essai, 2021. Louis Blin, Le monde arabe dans les albums de Tintin, 3e édition revue et augmentée, 2021. Éric Salles, La Turquie, un état de droit en question, 2021. Hugo Salinas, De quoi l'État islamique est-il le nom, 2020. Mohamed Ali Adraoui, Comprendre le salafisme, 2020. Adel Beaka Awan, L'impossible État irakien, les Kurdes à la recherche d'un État, 2019. Léa Michli, L'Iran et le détroit d'Ormuz, stratégie et enjeux de puissance depuis les années 1970, 2019. Asa Heikal, Saint François d'Assise et le sultan Al-Kamil, 2018. Christophe Leclerc, Lawrence d'Arabie. Gloire et légende, 2018. Aline Korban, Les représentations identitaires dans les journaux télévisés au Liban, 2017. Dominique Lenaine, De Gaza à Jénine. Tant que la guerre durera, 3e édition, 2017. Najib Liane, L'envers du paradis. Une certaine histoire des chrétiens du Liban, 2017. Amal Nader, Les négociations illusoires. Liban, Syrie, Israël, 1991 à 2000, 2017. Walem Fardjaoui, Le conflit à Gaza de 2008 à 2009 dans le discours médiatique. Quand la guerre devient une affaire de géopolitique mondiale, 2017. Dédicace. Je dédie ce livre à mes chers parents, Azedine Tofik et Fatna Bilali, en témoignage de ma gratitude et mon amour infini. À mon cher époux Aziz El Melouk, pour sa patience, sa présence et son soutien. À mes enfants Ahmed, Cyrine et Jana. À mes sœurs Smahan et Nabila. À mon frère Yassine. À mes beaux-frères Naoufal et Issam. À ma nièce Solwen et mon neveu Mohamed Salim. À ma belle-mère Rachida Rafik. À ma famille. À mes amis. À mes professeurs. Au pays qui se relève après chaque épreuve, le Liban. Remerciements. En premier lieu, je remercie infiniment mon professeur Monsieur Georges Elbastin qui a cru en moi, m'a soutenu et encouragé depuis le début de ma recherche. Je remercie ma chère amie Karima Zerouni, que je n'ai pas eu le temps de remercier pour la révision de ce livre. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis. Je remercie mon ami Najat Enarar pour son soutien technique pendant de longues années. Je remercie mon ami Salma Shabak pour son soutien constant. Je remercie le personnel de la Bibliothèque des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université de Montréal, pour les prêts entre bibliothèques. Je remercie les différents spécialistes de la traduction qui m'ont bien accueilli lors de mon séjour au Liban, notamment M. Nadji Naman, M. Henri Awaïs, Mme Gina Abou Fadel Saad, M. Latif Tsaïtouni et Mme Eda Matraji. Je remercie les professeurs de l'Université Hassan II de Mohamedia, qui m'ont encouragé, notamment M. Mohamed Jadir et Mme Yazidi Swad. Je remercie toute personne qui a lu cet ouvrage et m'a apporté une critique constructive. Enfin, je remercie toute personne qui a contribué de près ou de loin à la réalisation de cet ouvrage. Préface. La traduction existe à la guerre comme à la paix, au sud comme au nord, hier comme aujourd'hui, parce qu'elle est omniprésente. Personne jamais ne peut s'en passer. Mais elle est souvent mal appréciée, mal connue et mal reconnue. D'autant plus lorsqu'elle tient lieu en dehors du monde occidental de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Les traductions du monde arabe en Occident et leur contribution à l'avancement des sciences sont célèbres depuis au moins le XIe siècle. Les écrits des intellectuels arabes tels qu'Averroès philosophie, Ibn Khaldun histoire, Ibn Battuta géographie et Jabir ibn Hayyan chimie, pour ne citer que ceux-là, ont vu des traductions dans plusieurs langues. Mais on traduisait dans cette partie du monde bien avant. Pour preuve, le scribe personnel du prophète, Zaïd ibn Tabis, dès le 7e siècle. On trouvera dans les premières pages de cet ouvrage un condensé de l'histoire de la traduction dans le monde arabe,
un survol qui donne tout de même l'ampleur et la richesse de l'activité traduisante dans ces pays. L'auteur n'épargne aucun effort pour décrire les divers auteurs et les ouvrages qui, de près ou de loin, se sont référés à l'histoire de la traduction, à des traducteurs, à des ouvrages ou à une époque déterminée. Que Selwa Tawfiq en soit remercié. Cette histoire n'avait pas été écrite auparavant, elle vient combler un vide criant. Mais voilà, il apparaît que l'essentiel des travaux en histoire de la traduction porte sur l'époque de la première nada, réalisée par des traducteurs et traductologues de l'époque des Abbassides et du règne des Omeyyades, puis la période connue sous le nom de la deuxième nada. Qu'en est-il aujourd'hui ? C'est là qu'intervient le livre de Selwa Tawfiq. Fruit d'une thèse de doctorat soutenue à l'Université de Montréal, cet ouvrage s'est donné une limite raisonnable et raisonnée, 100 ans de traduction au Liban, soit de 1900 à 2000. Ça n'est pas simple d'étudier le passé récent car on manque de recul. Toutefois, généralement, le chercheur du passé récent bénéficie de sources d'informations généreuses. Cela n'est certes pas le cas du Liban, déchiré par de trop nombreuses années de guerre qui ont entraîné la disparition de précieux documents et informations des archives, bibliothèques et maisons d'édition. Qu'à cela ne tienne, les recherches de l'auteur ont été laborieuses car, en dépit de la contribution distinguée de la traduction libanaise à l'enrichissement des connaissances tant à l'échelle nationale qu'internationale, les références qui ont traité de ce phénomène sont rarissimes, comme l'a affirmé Mohamed Jadir à l'occasion de la soutenance. Recherche laborieuse mais combien fructueuse. L'ouvrage compte deux grandes parties, les agents de la traduction et la traduction du roman. Dans un premier temps, Selwa Tawfiq jette son dévolu sur les agents de la traduction, avant tout sur les traducteurs, mais également les éditeurs, maisons d'édition, imprimeries et associations, et les institutions qui forment les traducteurs. Soit les acteurs qui ont fait de la traduction un facteur incontournable de changement dans la culture cible, la littérature et le développement économique et social. Pas moins de 34 traducteurs font l'objet d'une analyse contextuelle qui s'attarde à la formation, l'environnement et les réalisations de chacun. Un inventaire qui, sans aucun doute, frôle l'exclusivité des membres marquants de l'art de traduire au Liban durant la période concernée. Une future étude pourrait se pencher sur les centaines, voire les milliers de professionnels qui travaillent dans l'ombre. Elle s'attaque ensuite aux éditeurs sans qui le travail des traducteurs resterait lettre morte. Leur rôle acquiert une importance particulière dans la production et la diffusion des ouvrages traduits, qu'ils soient littéraires ou scientifiques. En troisième lieu, les écoles de traduction. Fondamentales pour l'avenir de la profession, ces institutions ont aussi leur histoire qui explique souvent leur rôle actuel. De nouveau, l'auteur en fait l'inventaire et la description de manière exhaustive. C'est là une somme impressionnante d'informations mises au jour par Selwa Tawfiq, qui alimenteront très probablement d'autres études dans ce domaine. La deuxième partie, assez différente de la première, moins quantitative et plus qualitative, s'attelle à écrire l'histoire de la traduction du roman et à jeter un regard sur la pratique. Pour le premier chapitre, celui du roman, elle découpe la période en 4 moments: l'époque coloniale, l'indépendance, la guerre civile et la reconstruction, une périodisation judicieuse qui reflète bien l'évolution tant du genre romanesque que de sa traduction au Liban. Le deuxième chapitre, subordonné au premier, est en fait une étude de cas sur la pratique de la traduction du roman. Pour ce faire, Selwa Tawfiq choisit 4 romans français, traduits pendant l'une des 4 périodes définies précédemment. Il s'agit d'une analyse comparative des plus édifiantes quant aux stratégies utilisées par les traducteurs, dont les principales sont l'arabisation et la traduction littérale. À juste titre, l'analyse des 4 traductions accorde une place de choix au paratexte et se pose les questions fondamentales qui renseignent sur la traduction, sa nature, sa visée, sa production et sa réception. Pour avoir eu l'honneur et le plaisir de diriger cette recherche, je peux témoigner de la richesse et de la rigueur du processus. Parti de presque rien, pas plus de 3 références au départ, mais avec la conviction qu'elle tenait là un sujet en or, Selwa Tawfiq a petit à petit et méticuleusement mis en place les pièces d'un puzzle dont elle ne connaissait pas l'issue. Les données compilées surprennent par leur richesse, leur précision et leur fiabilité. Selwa Tawfiq a réalisé une étude approfondie qui va marquer non seulement le patrimoine culturel libanais, mais également la traductologie dans le monde arabe. Les chercheurs ont là un modèle à suivre,
à répliquer voire à améliorer pour que la traduction soit appréciée, connue et reconnue dans cette partie vitale du monde. Georges Elbastin, Trad. Université de Montréal. Liste des abréviations. Avant-propos. Par souci de clarté, nous avons adopté le système de transcription de l'Encyclopédie de l'Islam. Nous présentons ci-dessous un récapitulatif de ce système. L'alphabet arabe se compose de 28 lettres, 14 lettres lunaires et 14 lettres solaires. La différence paraît lors de la prononciation quand l'article défini, alif lam, est ajouté. L'article défini en arabe se compose de 2 lettres, alif lam, et c'est la lettre suivante qui définit comment il doit être prononcé. Il est prononcé et écrit A si la dite lettre est solaire ou Al si la dite lettre est lunaire. Tableau 1. Système de transcription de l'Encyclopédie de l'Islam. À noter que la plupart des titres d'ouvrages et des noms des maisons d'édition, de revues et tout autre titre en arabe sont nos traductions. Introduction. L'histoire est souvent définie par le couple, événements humains du passé et savoir de ces événements. Marmas 2010 page 7. C'est la connaissance du passé humain et la base sur laquelle l'être humain construit son présent et perçoit son futur. Un individu ne peut aller de l'avant sans connaître et analyser le passé, un passé qu'affiche l'histoire de son identité et ses origines. Thomas Charland 1947 page 14 définit l'histoire comme le récit du passé humain, dans son enchaînement concret et au moyen des traces documentaires laissées par lui. Elle appartient au genre récit. Le passé humain, qui en est l'objet matériel, en précise le genre prochain. L'enchaînement concret et les traces documentaires en constituent la différence spécifique. Paul Venn, quant à lui, définit l'histoire comme étant un récit d'événements vrais. Au terme de cette définition, un fait doit remplir une seule condition pour avoir la dignité de l'histoire, avoir réellement eu lieu. Venn 1971 page 23. Toutefois, l'histoire ne saurait se contenter d'être un récit, elle explique aussi ou plutôt elle doit expliquer. Venn 1971 page 123. Histoire et traduction sont 2 domaines qui coexistent et s'entremêlent, au point d'être devenus inséparables pour les traductologues. Aussi, afin de mieux comprendre la traduction, il faut absolument connaître son passé, ses origines, ses acteurs et ses agents, les différentes circonstances et contextes dans lesquels la traduction a été pratiquée, ainsi que les théories émanant de cette pratique. C'est la raison pour laquelle l'étude de l'histoire de la traduction s'avère nécessaire, voire cruciale pour les traductologues. Elle permet de connaître les traducteurs éminents qui ont été parmi les premiers à exercer le métier de traducteur, qui ont été les premiers à générer des théories de la traduction, les premiers à penser la traduction, et les premiers à risquer leur vie et mourir pour la traduction comme William Tyndale, 1494 à 1536, le premier traducteur anglais à traduire la Bible du grec et de l'hébreu, qui a été exécuté pour hérésie en 1536, de Lisle et Wordsworth, 1995 page 177. Également, Étienne Doley 1509 à 46, l'un des premiers théoriciens à établir une théorie de la traduction, et qui publie en 1540 un aperçu de 5 principes de traduction intitulé La manière de bien traduire d'une langue en autre, a été exécuté pour avoir commis une erreur en traduisant l'un des dialogues de Platon. Basnet, 2002, page 60-61. Antoine Berman insiste sur la nécessité d'une recherche historiographique qui, selon lui, est épistémologiquement essentielle. La constitution d'une histoire de la traduction est la première tâche d'une théorie moderne de la traduction. À toute modernité appartient, non un regard passéiste, mais un mouvement de rétrospection qui est une saisie de soi. Faire l'histoire de la traduction, c'est redécouvrir patiemment ce réseau culturel infiniment complexe. Berman 1984, page 12 à 14. Il y a 26 ans déjà, José Lambert déclarait « Plus que jamais nous avons besoin d'historiens de la traduction ». Lambert 1993, page 22. Aujourd'hui encore, cette nécessité demeure et les études en traduction ont toujours besoin de spécialistes en histoire de la traduction, en particulier celle qui a trait à la traduction dans le monde arabe. En fait, l'histoire de la traduction dans le monde arabe est un domaine de recherche qui a rarement fait l'objet d'investigations de la part des théoriciens et des spécialistes de la traduction. Pourtant,
La traduction occupe une place importante dans la culture arabe, et ce depuis l'aube des temps. Du côté de la pensée islamique, Allah a pris à Adam les noms tous, Coran Surat al-Baqarah, la vache, verset 31. Si nous avions à expliquer les noms ici, ils signifieraient l'appellation de toute chose, l'Allah 2012. En d'autres termes, il s'agirait des langues car c'est par ce biais que l'être humain s'exprime oralement. À juste titre, Allah dit dans le Coran, « Et elle est de ses signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos langues et de vos teints. » Voilà bien là des signes vraiment pour ceux qui savent. 2 Coran Surat Ar-Rum, les Byzantins, verset 22. En nous basant sur les 2 versets, il nous paraît clair qu'Allah a créé plusieurs langues dès le début de l'existence. Bien évidemment, chaque personne attribuera l'origine des langues et en conséquence l'origine de la traduction selon ses propres convictions, une des raisons qui explique la multiplicité des définitions et des réflexions. Dans le monde arabe, la traduction a commencé à être pratiquée depuis les premiers temps, dès l'ère pré-islamique de la Jahiliya. Abdesalam Kafafi, 1971, l'auteur de Fil Adab al-Mokarren, dans la littérature comparée, affirme que les Arabes ont ressenti le besoin de pratiquer la traduction très tôt. Ce besoin s'est créé, d'une part parce qu'ils étaient entourés de 3 différents peuples, à savoir les Romains au nord, les Perses à l'est et les Abyssins au sud. D'autre part parce qu'ils faisaient du commerce avec les étrangers, d'où la nécessité de traduire pour pouvoir communiquer, Kafafi 1971. Les arabo-musulmans, eux, traduisaient déjà à l'époque du prophète Muhammad, 570 à 632, qui encourageait ses compagnons à s'ouvrir à d'autres cultures et à apprendre les langues étrangères, entre autres la langue hébraïque et la langue assyrienne, pour pouvoir communiquer avec les non-arabophones et ainsi éclairer les concepts de l'islam. Il y a près de 1400 ans, le prophète Muhammad connaissait déjà l'importance de l'apprentissage des langues étrangères et de la traduction. Pour lui, la traduction était la meilleure solution qui permettait d'une part d'avoir des échanges commerciaux avec les non-arabophones, et d'autre part de faire découvrir l'islam en traduisant le sens des versets du Coran. Le premier traducteur de l'islam, Zaïd ibn Thabis, était connu pour son intelligence et maîtrisait 6 langues: l'arabe, l'hébreu, l'abyssin, le persan, le romain et le copte. C'était le traducteur principal du prophète Muhammad et l'un de ses meilleurs scribes malgré son jeune âge. Il a répondu à la demande du prophète et a pu apprendre ces langues en quelques jours seulement. Sarjani, 2012. À l'époque des Omeyyades, 661-750, plusieurs ouvrages appartenant à diverses disciplines ont été traduits vers l'arabe. Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah a joué un rôle important dans la transmission de la connaissance notamment scientifique par le biais de la traduction à partir d'ouvrages grecs et coptes. Ensuite, débute l'époque abbasside, 750-1258, qui fut une période florissante pour la traduction, et pendant laquelle Bagdad est devenue la capitale de la traduction. L'école Bayt al-Hikma, maison de la sagesse, à Bagdad, où se rencontraient savants venus du monde entier, était le lieu de travail des traducteurs à l'époque, Encyclopédie Universalis. Elle fut l'initiatrice de la pratique systématique de la révision, Salam Akar, 1990. À cette époque, on procurait plusieurs traductions pour la même œuvre pour s'assurer que la traduction était exacte. Yahya ibn al-Bitrik, appelé Patricius, a été parmi les premiers traducteurs des textes grecs vers l'arabe. Il traduisait particulièrement les ouvrages de philosophie et de médecine. Il a traduit entre autres le Timéeus de Platon, 2 résumés du traité de l'âme d'Aristote et d'autres œuvres principalement d'Aristote, et fut révisé par d'autres traducteurs au IXe siècle. La plupart du temps, les œuvres grecques étaient traduites des versions déjà traduites en syriaque sauf si les traducteurs maîtrisaient le grec. C'est d'ailleurs grâce à ces traductions effectuées par les Arabes que l'Occident a pu découvrir les philosophes grecs, Zia, 2010. À cette même époque, les traducteurs ont commencé à traduire de l'arabe vers les langues étrangères les écrits de divers intellectuels arabes tels qu'Averroès, philosophie, Ibn Khaldou, histoire, Ibn Battuta, géographie, Jabir ibn Hayyan, chimie, entre autres, Noesser, 2011. D'ailleurs, on trouve dans les langues occidentales comme le français et l'espagnol environ 500 mots d'origine arabe. Dans ce contexte, Clara Fawz, 1998, est parmi ceux qui ont souligné le rôle des Arabes et leur contribution à l'essor de la civilisation européenne,
notamment celles de l'Espagne, en particulier dans le domaine des sciences. L'apport des traducteurs arabo-musulmans a été important, et des traductions du grec vers l'arabe ont été faites au 8e, 9e et 10e, Fauze 1998 page 4. Ils ont retraduit et restitué un important héritage culturel et scientifique, grâce aux traductions effectuées auparavant à partir des langues grecques et persanes. Fauze parle aussi de la prétendue école de Tolède. L'analyse des données relatives aux traducteurs de cette époque et à leur itinéraire révèle en effet que Tolède ne fut qu'un des lieux où se rendirent certains lettrés du XIIe siècle. Rien n'indique cependant qu'il exista dans la capitale castillane un espace propre aux activités de traduction, et une véritable direction des travaux, Fauze 1998 page 105. Quant à lui, Julio César Santoyo affirme dans son ouvrage La traduction médiévale en la péninsula ibérica, siglo 3 à 15, la traduction médiévale dans la péninsule ibérique du IIIe et XVe siècle, ainsi que dans d'autres publications, 5 qu'une école de traduction proprement dite n'a jamais existé à Tolède, mais qu'il s'agit plutôt de traductions individuelles effectuées par quelques traducteurs. In fact, one of the most important tasks of today's historian is to denounce, correct, and eradicate the serious mistakes that have slipped into a good number of present-day texts. It is high time that we stop speaking of the so-called Toledo School of Translators. Never was there such a school in Toledo. Santoyo 2006 page 30 à 31. La traduction connaît un grand progrès lors du règne du calife Al-Mamou, 813 à 833, qui a fondé l'institution de traduction Bayt al-Hikma, la maison de la sagesse, un institut où se rencontraient des savants et où se faisaient les traductions. Ce calife encourageait les traducteurs à traduire le plus d'ouvrages possible, puis il leur donnait une quantité d'or qui égalait le poids du livre traduit, Muni 2013. Durant cette époque, les Arabes ont procédé à la traduction de la plupart des œuvres d'Aristote, du grec vers l'arabe. Le plus célèbre des traducteurs de l'époque est Hunayn ibn Ishaq, 809 à 873, connu pour ses traductions de qualité. Salah ad-Din al-Safadi, Badawi 1967, page 8, présente les deux méthodes utilisées à cette époque. La première méthode consiste à traduire mot à mot, en d'autres termes, trouver le terme arabe équivalent au terme grec. C'est une méthode qui a été utilisée par Yohanna ibn al-Batrik, ibn Naïma et d'autres. B. La deuxième méthode consiste à traduire le sens général du texte, et c'est une méthode qui était adoptée principalement par Hunayn Ishaq, qui a contribué au plus grand mouvement de la traduction depuis les débuts de la traduction. L'époque du calife Al-Mamou, 813 à 833, est l'époque de la première nada en traduction dans le monde arabe. La deuxième nada viendra 10 siècles après. Au XIXe siècle, l'activité de la traduction progresse notamment en Égypte et c'est l'époque de la deuxième nada arabe avec le traducteur éminent Rifa'i al-Tatawi qui a fondé Madrasat al-Alsoun, l'école des langues, en 1836. Toutefois, la situation dans le monde arabo-musulman connaît par la suite un déclin à cause du colonialisme occidental et de la domination de la langue du colonisateur aux dépens de la langue locale. Le présent ouvrage vise à combler un vide dans le domaine des études de la traduction dans le monde arabe. Nous prétendons retracer l'histoire de la traduction du Liban, un pays qui a tant contribué à l'enrichissement de la littérature arabe, et qui se classe deuxième dans la production du livre traduit après l'Égypte et premier dans le domaine de l'édition, Baraké 2014. C'est d'ailleurs dans ce pays que les Phéniciens ont inventé l'alphabet il y a environ 1300 ans avant Jésus-Christ, au nord de la capitale Beyrouth, de l'île, 1995, page 23. En s'installant dans le pays, les Phéniciens venus avec Cadmos, et parmi eux les Géphiréens, apportèrent aux Grecs bien des connaissances nouvelles, entre autres l'alphabet, inconnu jusqu'alors en Grèce. Hérodote Histoire, livre 5, 58, cité par Aref 2016. Retracer l'histoire de la traduction au Liban, c'est raconter l'histoire culturelle, politique, religieuse et littéraire du pays. Nous avons fait un voyage au cœur de ce pays multiculturel, pour tenter de le faire parler de l'histoire de la traduction durant un siècle pas comme les autres. Un siècle plein de transitions qui ont, d'une part, poussé certains hommes de lettres à s'envoler vers d'autres cieux, d'autre part ont donné la force à d'autres de briller et éclairer leur monde où ils ont choisi de continuer à vivre en dépit des difficultés et des frustrations. Nous couvrons une période qui s'étend de 1900 à 2000, 100 ans riches en événements dans ce pays.
Une époque que nous avons répartie en 4 périodes selon les événements clés qui s'y sont produits. Nous délimitons la première phase entre 1900 et 1942, soit la période du colonialisme, qui a en fait commencé en 1516. Au début du colonialisme, le Liban était sous le pouvoir des Ottomans et était réparti en 2 régions principales, et ce jusqu'en 1918 lorsque la France est devenue le principal pouvoir mandataire. La deuxième période s'étend de 1943 à 1975, c'est la période d'indépendance du Liban qui témoigne de l'union de tous les Libanais. Pendant les années qui suivirent l'indépendance, le pays a connu une période relativement prospère et stable politiquement. La troisième période, qui commence en 1975 et se termine en 1990, est la période de la guerre civile. Enfin, la quatrième et dernière période est la période de reconstruction après la guerre civile, à l'époque du président Rafik al-Hariri, qui s'étend de 1990 à 2000. Nous avons divisé cet ouvrage en 2 grandes parties. La première partie, qui est consacrée aux acteurs de la traduction que nous considérons comme les plus influents au Liban, est composée de 3 chapitres. Les traducteurs libanais au Liban et à l'étranger, les éditeurs libanais et les écoles de traduction. Enfin, la deuxième partie, de nature pratique, est répartie en 2 chapitres, le roman libanais du colonialisme à la fin du XXe siècle et un regard sur la pratique. Malgré le rôle important que joue la traduction libanaise depuis des années et sa contribution à l'enrichissement des connaissances tant à l'échelle nationale qu'internationale, les ouvrages qui traitent de son histoire sont très rares et en outre antérieurs à la période choisie. Les 2 principaux ouvrages, Saïtouni, 1994 et Alabi, 2005, qui s'y rapportent, ne couvrent qu'une partie de la période que nous avons choisi d'étudier, et traitent de l'histoire de la traduction différemment de la manière dont nous avons choisi de faire. L'étude de Latif Saïtouni, 1994, couvre une période qui commence à l'époque de la Renaissance pour prendre fin en 1918. Dans l'introduction de son ouvrage Harakat al-Tarama FI accent circonflexe ASR en nada, le mouvement de la traduction à l'époque de la Renaissance, l'auteur se plaint de l'absence de recherche en histoire de la traduction au Liban. D'après nos recherches, son ouvrage est le seul à avoir traité de la traduction de la période de Renaissance jusqu'à 1918. Les traducteurs libanais ont contribué à la constitution de la littérature nationale libanaise et ont rendu les plus grands chefs-d'œuvre de la littérature, notamment française et anglaise, accessibles aux lecteurs arabophones. Toutefois, la plupart de ces traducteurs sont généralement restés dans l'ombre et ne jouissent pas de la reconnaissance qu'ils méritent, d'où l'importance de scruter l'histoire de ces traducteurs pour ainsi mettre en lumière le rôle important qu'ils ont joué pendant la période étudiée, étudier leur manière de procéder, soit les stratégies qu'ils utilisent, décrire leur environnement de travail et enfin les droits dont ils bénéficient. De même, la plupart des maisons d'édition libanaises demeurent peu connues. Nous les considérons des agents importants dans le domaine de la traduction vers l'arabe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous consacrons une partie de ce livre à l'étude du rôle des maisons d'édition, de leurs diverses fonctions ainsi que de la relation éditeur-traducteur. Nous avons d'ailleurs établi une liste des maisons d'édition fondées entre 1900 et 2000, qui ont influencé l'évolution de la traduction d'une manière ou d'une autre. Enfin, les écoles de traduction ainsi que les universités libanaises qui abritent des départements de traduction méritent de se voir reconnues. Elles forment des traducteurs professionnels compétents, capables de répondre aux nombreuses exigences du marché de la traduction qui ne cesse d'évoluer à l'ère de la mondialisation, où prime qualité et rapidité. Comme le disait Henri Vanouf, étudier l'histoire de la traduction en effet équivaut en quelque sorte à reprendre l'histoire du monde, l'histoire des civilisations, mais par le biais de la traduction. Vanouf, 1991, page 7. Certains chercheurs libanais qui ont étudié une partie de l'histoire de la traduction au Liban ont souhaité que d'autres chercheurs prennent la relève pour que l'histoire de la traduction au Liban puisse sortir de l'ombre. Parmi ces chercheurs, Rania Alabi-Mur, 2005, auteur de l'ouvrage « La traduction au Liban entre 1840 et 1914 ». Dans la conclusion de son ouvrage, elle souhaite passer le relais à un autre chercheur qui pourra continuer l'étude de l'histoire de la traduction au-delà de 1914. La période que nous avons choisi d'étudier, 1900-2000,
a connu une production importante de traductions dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de la littérature. La traduction littéraire, en particulier celle du roman, a considérablement influencé les Libanais, leur langue, leur culture et leur pensée. Dès l'apparition des romans traduits en arabe, les lecteurs libanais ont été séduits par la culture occidentale. Ce mouvement de traduction a d'une part été un vecteur de développement et de progrès dans le domaine de la connaissance, et d'autre part a eu de l'influence sur la langue et la culture libanaise dans son ensemble. 3 agents de traduction ont particulièrement contribué à ce mouvement: les traducteurs, les éditeurs et les écoles de traduction. À travers notre étude historique renforcée par une analyse comparative de 4 traductions libanaises, les 2 principales stratégies adoptées entre 1900 et 2000 sont l'arabisation et la traduction littérale. Notre objectif général est de reconstruire l'histoire de la traduction au Liban entre 1900 et 2000, mettre au jour ses jalons et ses acteurs, pour pouvoir ainsi tracer l'évolution de la traduction durant la période étudiée. De notre objectif général découlent plusieurs objectifs spécifiques. Établir un catalogue des traducteurs libanais ayant laissé leur empreinte dans l'histoire de la traduction de leur pays entre 1900 et 2000. Souligner le rôle et l'influence des principaux agents de traduction ayant participé aux traductions, à leur publication ou à leur diffusion durant le siècle étudié, à savoir les traducteurs, les maisons d'édition et les écoles de formation des traducteurs. Traiter de la traduction arabe du roman français, son apparition et son influence sur les Libanais. Faire l'analyse comparative de 4 romans français et de leur traduction en arabe par des Libanais, entre 1900 et 2000. Souligner les principales stratégies utilisées durant ce siècle. Dresser une liste des romans français traduits en arabe entre 1900 et 2000. Avant d'entamer les 2 principaux chapitres de ce livre, nous offrons ci-dessous une liste des divers ouvrages ayant trait à l'histoire de la traduction en Occident. Nous n'avons cité que quelques-uns vu qu'ils sont assez nombreux. En Orient, nous avons cité les ouvrages qui traitent de l'histoire des différents types de traductions dans le monde arabe, puis au Liban. Nous procédons du général au particulier. Nous tentons de situer notre étude par rapport aux ouvrages déjà existants, dans le domaine de l'histoire de la traduction. L'Occident. Les ouvrages qui traitent de l'histoire de la traduction en Occident sont très nombreux en comparaison avec le monde arabe. Toutefois, nous n'avons retenu que quelques-uns qui sont particulièrement pertinents pour notre étude. Les traducteurs dans l'histoire sous la direction de Jean Delisle et Judith Woodsworth est un ouvrage incontournable dans le domaine de l'histoire de la traduction. Il souligne le rôle important des traducteurs et de la traduction dans l'histoire de l'humanité, invention de l'alphabet, diffusion de la connaissance, propagation et exportation des religions, rédaction des dictionnaires, etc. Delisle et Woodsworth, 1995, page 14. Les traducteurs étaient, et sont encore, des intermédiaires entre les différentes cultures, des facilitateurs de communication entre les différents peuples, des passeurs de messages et de savoirs, etc. L'objectif principal de cet ouvrage est d'étudier le rôle des traducteurs et d'autres agents dans l'histoire, et le mettre en valeur. L'essai de Michel Ballard, 1992, de Cicéron à Benjamin, Traducteur, traduction, réflexion est un autre ouvrage clé dans le domaine de l'histoire de la traduction. Cet ouvrage présente les grands moments de l'histoire de la traduction de l'époque de Cicéron, 106 à 43 AV. J.C. à celle de Walter Benjamin, 1892 à 1940. Dans son ouvrage, Ballard mentionne certains traducteurs célèbres comme Gérard de Crémone, 1114 à 1187, Jacques Amyot, 1513 à 1593, Étienne Dollet, 1509 à 1546, Claude Gaspard Bachet de Méziriac, 1581 à 1638, Gaspard de Tende, 1618 à 1697, Alexander Fraser Tytler, 1747 à 1813, vu leur contribution à l'histoire de la traduction. Il inclut également les réflexions de plusieurs théoriciens, entre autres Edmond Cary 1963, Eugene Nida 1964, George Steiner 1975, Jean-René Ladmiral 1979, Paul Orglin 1981 et Antoine Berman 1984. Il traite des différentes méthodes de traduction adoptées par les premiers traducteurs. Ce livre reste une référence très utile pour tout chercheur intéressé par l'histoire de la traduction.
Il éclaire une étude comme la nôtre. Suzanne Bassnett, quant à elle, donne une grande importance à l'histoire de la traduction et assure que no introduction to translation studies could be complete without consideration of the discipline in an historical perspective. Bassnett, 2002, page 47. Dans son ouvrage, Translation Studies 2002, Bassnett présente les réflexions sur la traduction de divers théoriciens notamment John Dryden, Fraser Tytler, Friedrich Schleiermacher, Gideon Toury, George Steiner et d'autres. Cet ouvrage offre un aperçu de l'histoire de la théorie de traduction, les premiers théoriciens de la traduction, les principaux problèmes rencontrés dans le processus de la traduction, et enfin les diverses stratégies de traduction adoptées par les traducteurs depuis l'ère romaine jusqu'à la fin du XXe siècle. George Steiner, 1975, à son tour, résume à sa manière l'histoire de la traduction en Occident dans son ouvrage After Babel. Nous retenons surtout sa périodisation composée de 4 grandes époques. La première époque qui commence en 46 avant Jésus-Christ avec le célèbre précepte de Cicéron de ne pas traduire verbum pro verbo, et se termine à la fin du XVIIIe siècle. Cette première période se base sur une approche empirique, pendant laquelle les traducteurs analysent les traductions et en tirent des conclusions. Cette période s'achève en 1813. La deuxième période est basée sur la théorie ainsi que sur la recherche herméneutique de la traduction, introduite principalement par Friedrich Schleiermacher. Elle prend fin en 1946. La troisième période, commencée dans les années 1940, se caractérise par l'avènement de la traduction automatique pour se terminer dans les années 1970. Enfin, la quatrième période débute vers la fin des années 60 et est marquée par le renforcement ainsi que la continuité de l'approche herméneutique, Steiner, 1975, page 224. En fait, une telle périodisation offre un aperçu général et concis de l'histoire de la traduction même si elle a été critiquée par certains traductologues reconnus tels qu'Antoine Berman. Nous ne pouvons pas nous satisfaire des périodisations incertaines que George Steiner a échafaudées dans Après Babel, à propos de l'histoire occidentale de la traduction. Il est impossible de séparer cette histoire de celle des langues, des cultures et des littératures, voire de celle des religions et des nations. Encore ne s'agit-il pas de tout mélanger, mais de montrer comment, à chaque époque ou dans chaque espace historique donné, la pratique de la traduction s'articule à celle de la littérature, des langues, des divers échanges culturels et interlinguistiques. Berman, 1984, page 12. Cette réflexion d'Antoine Berman. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.